donc Didier Goubert, j'ai dit qu'il est directeur de l'entreprise Travailler et Apprendre Ensemble, TAE. Il s'agit donc, si j'ai bien compris, de réinventer l'entreprise, d'agir d'un même élan pour le climat et contre la pauvreté. Ça, c'est le titre d'une conférence débat du 6 décembre 2015, n'est-ce pas, lors de la COP 21. Alors, réinventer l'entreprise, croire que personne n'est inemployable, le croire et le vivre ou le faire vivre, car ce n'est ni l'argent, ni le travail, ni les travailleurs qui manquent, lit-on sur le site Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc je pense que Didier Goubert va nous faire découvrir le projet initié par ATD Quart Monde, ses fondements, son modèle économique, son organisation. Bon voilà, je donne la parole à Didier. Bien, bonsoir. Moi, je vais rester assis parce que j'ai plein de notes et j'écris petit. Donc, si je me lève, je n'arriverai plus à les lire. ATD Quart Monde, donc je ne vais pas vous représenter ATD Quart Monde, juste quand même dire en deux mots que c'est un mouvement qui a été créé en France il y a 60 ans par des personnes qui vivaient la grande exclusion et les grandes misères. Donc ce n'est pas des gens qui sont venus aider, c'est des gens qui étaient dans la grande misère. C'est un mouvement dont l'objectif est aussi ambitieux que ça, c'est éradiquer la misère. Et c'est en gros de changer la société à partir de ce que vivent les plus exclus. Donc, voilà, la philosophie du mouvement, c'est de partir de ce que vivent les personnes qui sont en très très grande difficulté, les exclus de toutes les sociétés, parce que dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours 5 à 10% de gens qu'on met volontairement ou pas, mais en tout cas qu'on met de côté. Et c'est aussi vrai dans les pays du tiers-monde que dans les pays riches. Et c'est à partir de ce que ces gens-là vivent et de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils espèrent de leur histoire, de changer la société avec eux. Et ça a donné en France des choses comme en 60 ans, des grands combats qu'on a menés. Alors, on n'est pas du tout une structure gestionnaire, donc on a très peu d'activités de gestion, de pratique. En revanche, on est un mouvement très politique, puisque notre objectif, c'est de changer la société. Donc on a réussi en France à mettre en place ce qu'on a appelé l'insertion par l'activité économique dans les années 80. Après 20 ans de combat, on a réussi à mettre en place le RMI, qui a été dévoyé par rapport à ce qu'on espérait qu'il soit, mais en tout cas, c'est avec une forte influence, une forte action du fondateur du mouvement. On a aussi obtenu la CMU en 2002, le DALO ces dernières années. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se bat pour autre chose qui est le droit à l'emploi. Donc on aimerait mettre en place, on aimerait obtenir ce qu'on appelle un droit de l'emploi opposable, comme on a aujourd'hui obtenu le DALO. Alors, et on pense que c'est plus facile à faire et plus facile à réaliser en plus. Alors, ceci dit, donc je vais dire en quelques mots l'histoire de TAE et ce qu'on fait à TAE, donc à travailler et apprendre ensemble, avant de terminer sur Territoire zéro chômeur, qui est l'étape d'après pour nous, qui est ce combat qu'on a engagé ces dernières années. Alors, donc, comme je disais, l'objectif, c'est le droit à l'emploi. TAE, le principe de TAE, c'est quoi? C'est d'essayer quelque chose d'autre. On a constaté, alors qu'on s'était battu pour l'insertion par l'activité économique, on a constaté à la fin du siècle précédent, que l'insertion ne touchait pas les plus pauvres. Même s'ils arrivaient à y rentrer, en général, ils en sortaient sans rien, et souvent, en plus, ils n'arrivaient même plus à y rentrer. Donc on s'est dit, il faut faire autre chose. Et on a imaginé de travailler sur un autre schéma en mélangeant des personnes. Donc en gros, TAE, c'est un mélange de publics différents. Donc on a une petite structure de 20 salariés. Je demandais à mon voisin la moyenne des emplois par million. Là. Nous, à TAE, on n'est pas à 12, qui est la moyenne, on est à 36. Non, à 30. Pardon. Donc on a presque 3 fois plus d'emplois pour 1 million d'euros. Donc on s'est mis à une petite équipe de 20 salariés, 10 venant de la très grande précarité, donc ce qu'on appelle le quart monde, et 10 étant au contraire des personnes très incluses, en général souvent très diplômées d'ailleurs, et qui viennent passer et expérimenter une autre façon de faire l'entreprise. Donc l'objectif, au départ de ce projet en 2002, c'était d'une part effectivement de démontrer que nul n'était inemployable, donc quelque part, toute personne, si elle en a envie, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, pour des raisons X et Y, mais ceux qui ont envie de travailler sont tous employables si on crée les conditions pour que ça marche. Et donc l'idée, c'était de développer ces conditions en espérant peut-être un peu naïvement que ces conditions allaient être
allait faire tache d'huile quelque part, et qu'on allait essaimer ces bonnes conditions de travail au monde économique en général, au monde des entreprises, au monde des administrations, en disant, regardez, pour accueillir tout le monde, il faut faire juste un peu différemment, et si vous faisiez différemment, ben, il n'y aurait pas d'exclusion. En particulier, donc l'objectif c'était de définir quelles étaient les conditions de travail dignes pour tous, et qu'est-ce que ça voulait dire. Alors je mets rapidement quelques thématiques. La première, bien sûr, c'est l'activité. L'activité, pour que le travail soit digne, il faut que l'activité soit utile, qu'elle soit belle. Donc le choix des activités, déjà, c'est pas mal. Aujourd'hui, à TAE, on a 3 activités, mais la première et la principale, c'est le reconditionnement informatique. Donc on récupère des ordinateurs d'entreprises importantes qui, au bout de 3 ans, considèrent que leurs ordinateurs sont obsolètes. Ils nous les donnent, nous on les reconditionne et on les revend à des associations, à des écoles, beaucoup d'écoles qui achètent ça. Et c'est des ordinateurs qui marchent bien, qui sont garantis. Enfin, donc on fait un beau travail de reconditionnement. Donc on est en plein dans la transition. Hein. On fait du socialement intelligent. Alors, on a une deuxième activité qui est la peinture, hein, peinture en travaux intérieurs. Et puis une troisième qui est une petite activité d'accroche des personnes les plus en difficulté, qui est le ménage. Alors ça, c'est pas le plus noble, mais en revanche, ça se voit. Et puis ça permet aux gens de démarrer. Donc déjà, l'activité, c'est clair que c'est important. La deuxième chose qu'on a découvert à TAE, c'est que pour que les gens soient heureux dans leur travail, il fallait maximiser au maximum l'autonomie et la responsabilité choisies pour chacun. Et pour arriver à ça, on a fait différents tests d'organisation, et on en a trouvé 2 qui étaient clés. C'est que premièrement, on n'a pas de chef d'équipe. On a des équipes qui sont autogérées. Donc on a un directeur, c'est moi, mais les équipes, on a 3 métiers, 3 équipes. Ces 3 équipes sont 6, 7, 8 personnes chaque fois. Elles sont totalement autogérées. Ça pose parfois des problèmes pour les clients qui voient arriver une équipe de bâtiment qui va répondre, et c'est qui le chef? Il n'y a pas de chef. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois, mais en termes de développement des personnes et de développement des épaules des personnes, l'assurance, etc., c'est très important. La deuxième chose, c'est on s'est rendu compte que dans la mesure où on voulait intégrer des personnes très 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 loin de l'emploi, on avait besoin à côté d'eux de mettre ce qu'on appelait nous des compagnons. Et c'est ce que font les compagnons, donc ce n'est pas des encadrants, donc on n'a pas cette logique d'encadrement. En revanche, on a à côté des personnes, des gens qui, comme je dis, sont très diplômés, qui viennent passer un temps auprès de nous, qui viennent passer 1, 2 ans chez nous, souvent des jeunes d'ailleurs, et qui font le même travail que les autres, mais avec leur sécurité, leur capacité, etc. Ils sont des éléments régulateurs très importants pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est pour maximiser l'autonomie et le développement de chacun. Après, il a fallu s'adapter également au rythme de chacun. Les gens, dans l'atelier d'informatique, il y en a qui reconditionnent un ordinateur par jour, il y en a qui en font un par semaine. La question, c'est comment, d'abord, vous acceptez ça, et puis comment vous faites en sorte que chacun accepte ça. Et la réponse à ça, c'est toujours dire le projet, il est pour le plus pauvre. Dans la mesure où vous remettez toujours le principe de dire, mais là, nous, on est là pour faire en sorte que chacun ait une place, y compris le plus difficile, à partir de là, vous effacez tout le reste, vous effacez tous les problèmes. Or, si vous commencez à exclure en disant, il y a des gens qui sont trop pauvres, ils ne sont pas capables, donc on ne les garde pas, à ce moment-là, la compétition se remet en place. Tandis que si vous dites à tout le monde, ben non, il faut que tout le monde ait sa place, à ce moment-là, on accepte des choses qui sont parfois incroyables. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a certes un directeur, mais ce n'est pas un supérieur. En particulier, une des choses qu'on ne voit pas dans les autres entreprises, c'est que je fais aussi le ménage dans l'entreprise. Régulièrement, l'équipe ménage, qui est que de 3 personnes, souffre d'une absence, parce que nos gens en difficulté sont souvent, ils ne sont pas toujours présents. Sur 20 salariés, en gros, en ETP, on est plutôt 13 à 14. Parce que les gens précaires ne sont pas là. Bon, mais il faut remplacer. Et si le directeur ne se met pas dedans, il est au-dessus. Voilà. Donc le directeur fait le ménage, donc à peu près 2 fois par mois, je passe quelques heures à faire du ménage. Ma femme est ravie d'ailleurs parce que j'ai fait beaucoup de progrès. Après, on a une vie frugale et joyeuse pour tous, et ça se traduit par des échelles de salaire très très resserrées. Voilà. Le salaire de nos salariés, c'est 1,12 fois le SMIC, donc on n'est pas au SMIC, on est un peu au-dessus, parce qu'en région parisienne, vivre avec un SMIC, c'est dur. En revanche, le salaire du directeur, c'est 2. Donc on a effectivement fait ce choix,
qui est aussi un choix qui permet d'avoir 30 emplois au lieu de 12, quoi. Oui, hein. C'est partie de la vie. Bien sûr, on a mis tous ces gens-là au CDI. On a considéré que l'IAE, ça ne fonctionne pas parce qu'au bout de 2 ans, les gens n'ont pas de solution, ils retournent au chômage. Donc, en gros, les gens sont tous en CDI. On a une vie sociale dans, mais aussi en dehors de l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, on a 3 petits ateliers qui permettent de sortir les gens 1 heure, c'est pas plus, hein, 1 heure par semaine de leur activité. Donc, on a un atelier yoga le jeudi matin, on a un atelier sculpture le lundi matin et un 3e jardinage le vendredi matin. Ce qui fait que voilà, ça donne l'occasion là aussi de vivre un peu autrement que la simple production. Et puis, au moins 1 fois par semaine, on a un événement en dehors, quoi, un soir, comme toute entreprise, hein, mais on le fait un peu plus qu'ailleurs. Et puis, j'oublie quand même pas qu'on a des clients qui sont assez solidaires. Voilà. Parce que pour que les clients acceptent de retrouver nos équipes, parce qu'en bâtiment, on fait du bon travail, mais en règle générale, on est 2 fois plus lent que les autres. Voilà. Donc, quand on a un marché à faire, si le client est très pressé, il vaut mieux qu'il s'adresse à une entreprise classique, voire même une entreprise au noir. Nous, on prend notre temps. Mais c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Donc voilà quelques exemples. Et comme ça fait 15 ans qu'on fait ça, on a maintenant développé ce qu'on appelle des fiches innovation. Et ces fiches sont sur notre site et elles sont à disposition des entreprises en disant emparez-vous de ça, quoi. Bon, le résultat n'est pas probant, je dois le dire, parce que 15 ans après la création de TAE, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui... alors on a beaucoup de visites. On a à peu près 1 visite par semaine, de gens qui viennent voir, qui sont intéressés, entreprises, organisations, monde du travail, étudiants, chercheurs, syndicalistes, donc c'est très très fréquent. Mais la règle générale, c'est qu'ils disent, votre truc, vous êtes des huluberlus, le monde d'aujourd'hui, c'est pas ça. Donc on n'a pas pu vraiment essaimer, on a toujours cet espoir hein, de dire, voilà, on aimerait bien former les managers intermédiaires des grandes entreprises à ces méthodes, quoi. Mais pour l'instant, ils regardent, ils nous disent, c'est beau, c'est extraordinaire ce que vous faites. Ils sont d'ailleurs prêts à payer pour nous aider parce qu'on a quand même besoin de t'entendre un peu de subvention. Mais pour nous copier, on n'en a pas vu beaucoup. Du coup, on a effectivement imaginé autre chose. On s'est dit, on ne peut pas pérenniser. Si les entreprises ne prennent pas le truc, et d'autre part, on n'est quand même pas économiquement tout à fait pérenne, je dois l'avouer. On n'est pas loin, mais on n'y arrive pas. Et donc, on est rentré dans un autre combat au sein de la Télécarmonde qu'on a appelé Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps qui me reste pour présenter ça, mais en gros, c'est ce que je disais au départ, c'est le constat de dire, premièrement, il y a des gens qui veulent travailler, qui ne demandent que ça. Alors certes, ils ne sont pas très compétitifs, donc ils ne sont pas rentables. Hein, mais ils ne demandent qu'une chose, c'est de travailler. Deuxièmement, quand vous êtes sur un territoire donné, quel que soit votre territoire, vous avez plein de besoins de travaux utiles qui ne sont pas faits. On peut penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur la rénovation des bâtiments. Évidemment, mes équipes pourraient très bien faire de la rénovation du bâtiment hein, et accélérer le processus. On pourrait faire du maraîchage bio, on pourrait faire du transport de personnes handicapées, on pourrait faire du portage de courses aux personnes âgées. Enfin, il y a des millions de choses à faire qui ne sont pas faites sur le territoire parce qu'elles ne sont pas solvables. Donc il y a des gens qui voudraient travailler mais qui ne sont pas compétitifs, des activités qui ne sont pas solvables. Et tout ça fait que notre pays, alors c'est moins vrai dans les pays, parce qu'on a des TAE comme ça au Guatemala, au Sénégal et à Madagascar, pour réfléchir. Mais leurs problématiques sont un peu différentes. Nous, notre problématique, c'est de se dire on est dans un pays qui est très riche, disons-le quand même, et le pays dépense beaucoup d'argent pour dire aux gens on veut vous laisser au bord de la route. Voilà, nous, on a fait un petit calcul chez la Télécarmonde, parce que aucun économiste ne l'avait fait jusqu'à présent, en tout cas n'a voulu travailler avec nous au début, mais on a estimé que ça coûtait 15 000 euros par an et par personne. Le fait de dire à la société, enfin, pour la société française, le fait de dire à quelqu'un je vous mets au bord de la route, j'ai pas besoin de vous, vous êtes du surnuméraire, si vous étiez mort, ça serait beaucoup mieux. Voilà, donc ça coûte 15 000 euros. Alors, ces 15 000 euros, on ferait mieux d'en faire quelque chose d'intelligent. Donc on a proposé effectivement à notre gouvernement, enfin, on avait proposé ça en 2012 aux candidats à l'élection présidentielle, puis finalement, donc après au gouvernement existant, d'expérimenter cette idée, de dire j'ai des gens qui veulent travailler, j'ai du travail qui n'est pas fait, et puis j'ai de l'argent qui est bêtement utilisé, mal utilisé. Donc on mélange tout ça, et on fait ça sur des petits territoires pour essayer de voir ce que ça fait si on arrivait à marier ces trois-là. Donc on a mis 3-4 ans à obtenir gain de cause, enfin à être écouté, on va dire, par le gouvernement, mais ça y est.
Et donc on va lancer, parce que une loi d'expérimentation a été votée en janvier et février de cette année, promulguée le 29 février, ça marquera, avec des décrets d'application qui sont sortis en juillet, donc ça va démarrer au mois de décembre. Et donc à partir de décembre, on va créer sur précisément une dizaine de territoires, avec tout un tas de partenaires locaux. Hein. Nous, à TD, on a juste initié le projet, mais après, c'est les territoires qui s'en sont emparés. Et donc 10 territoires en France vont essayer ça pour une période de 5 ans, et on espère avec beaucoup de succès pour passer une étape d'après où on ira plus loin. Merci voilà. beaucoup. On est passé Alors effectivement, c'est donc il y a de tout là-dedans, hein, dans les questions. Donc, sur TAE d'abord, l'entreprise TAE, en quelques mots pour répondre aux questions. Donc, quel est votre pourcentage d'aide, de subvention que vous touchez? En pratique, on arrive à produire 70% de notre budget, nos besoins. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin quand même de 30% de subventions. L'État, les organismes publics nous en donnent gentiment 10%, mais bien qu'on soit hors norme dans toute catégorie. Et en fait, on a besoin de 20% d'aide privée. Donc voilà, la Fondation ATD Quart-Monde de son côté, plus d'autres fondations privées, chaque année donne un peu d'argent pour que ce projet perdure. Ce qui explique pourquoi on n'a jamais essaimé. Donc il n'y a pas de réseau de TAE en France, il n'y en a qu'un. Ça coûte. Et tant que ça coûte pas, si ça ne coûtait pas plus que ça, on aurait 40 salariés au lieu d'en avoir 20. Quoi. En pratique, c'est un peu ça. En revanche, cette problématique de l'emploi étant au cœur du mouvement ATD Quart-Monde depuis toujours, c'est là où je vous dis, on a créé des TAE ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes problématiques. J'étais aujourd'hui avec les gens de Madagascar, par exemple. Les problématiques de Madagascar sont totalement différentes. Eux, ils n'ont pas de CDI, ils sont encore dans l'informel. Donc on essaie de trouver des solutions pour les mêmes personnes, les personnes qui aujourd'hui sont plutôt en train de ramasser des cochonneries dans les décharges à côté de Tana, et essayer de leur donner un métier digne et comment on fonctionne. En termes de mode opératoire sur TAE, donc on est donc tous a priori au minimum au CDI plus 12 et à 35 heures. Alors pourquoi j'ai 20 salariés et que 14 ou 15 ETP? C'est parce que les personnes précaires sont régulièrement absentes pour des raisons personnelles, qui sont des raisons qui sont liées à leur santé, à la santé de leurs proches, aux problèmes qu'ils ont avec leurs enfants, leurs parents, problèmes de voisinage. Donc il y a régulièrement des gens qui sont absents, mais c'est pas le principe. Le principe, c'est 35 heures pour tous. Alors, et puis il y a des gens qui sont en général à 35 heures, où ils ne sont pas là. C'est comme ça que ça fonctionne. En 15 ans, combien on a eu de personnes? En gros, on a eu à peu près 25 personnes du monde, on va dire, je n'ai pas le chiffre exact parce que moi je ne suis pas là depuis très longtemps, mais entre 25 et 30 personnes dites du quart-monde. Et en règle générale, malheureusement, les gens ne rebondissent pas ailleurs chez nous parce que c'est trop compliqué, ils sont trop fatigués, ils ne sont pas assez compétitifs. En général, malheureusement, ils décèdent. Mon turnover, c'est plus le décès que la sortie naturelle. Et en revanche, on a eu une cinquantaine de compagnons et responsables, si on peut dire, qui eux tournent, parce qu'eux tournent beaucoup plus. Comme je disais, ils tournent 2-3 ans. Et c'est très formateur d'ailleurs pour un jeune de venir au contact de cette population pour vivre autre chose. On voit la vie, je pense, différemment une fois qu'on est passé par là. Alors, une question sur l'entreprise libérée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font référence à ça. Alors, j'avoue que j'en sais pas grand-chose. Ce que je sais simplement, c'est que, bon, parce que personnellement, j'ai quand même vécu 28 ans dans le secteur dit traditionnel, et les entreprises ont plutôt tendance à dire on va vous libérer, mais pour vous mettre plus de responsabilités et que pour que vous vous en mettiez de plus en plus sur vos épaules tout seul, quoi. Nous, c'est responsabilité choisie. Donc les gens dans l'atelier, on a une commande qui arrive. Est-ce qu'on va la traiter en une semaine? Est-ce qu'on va la traiter en 2 semaines? C'est l'atelier qui choisit. Et puis qui c'est qui fait plutôt telle partie que telle autre? C'est l'atelier qui choisit, ce sont les personnes qui choisissent. Et ça marche. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'alchimie marche. Donc je ne sais pas bien si on est libéré ou si on est différent de la libération, mais en tout cas on est heureux. Alors on n'a jamais licencié personne, donc c'est une entreprise, c'est incroyable. Alors, moi je fais marcher l'entreprise sans carotte ni bâton. Je ne licencie personne et puis j'augmente personne et je ne donne aucune prime. Et pourtant là aussi ça fonctionne. Comment on gère les conflits internes? Effectivement, on n'est pas des bisounours parce qu'il y a réellement des conflits assez régulièrement. Et alors la particularité de ça, on ne fuit pas le conflit. On ne sépare jamais. Par exemple, on pourrait avoir 2 personnes, ce qui est arrivé récemment, 2 personnes qui nous disent je ne peux plus travailler avec lui, j'en veux plus.
En équipe, ils étaient 3. Il y en a 2 qui viennent me dire, je ne peux plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En pratique, il se trouve qu'on est 2 animateurs. Moi, je suis directeur, j'ai un directeur adjoint avec moi. Et en fait, chacun prend un de chacun. On en prend un chacun et on supporte chacun. En gros, on vient en aide à chacun des 2. Et en pratique, ça marche. Donc, c'est un peu touchy, mais c'est la pratique qu'on a mise au point. Et vraiment, ça fonctionne bien. Donc, et les gens, on n'attaque jamais l'un en disant t'as tort, t'as raison, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. On fait toujours attention à ce que chacun soit supporté dans son problème. Et ça résout les problèmes. Alors, on peut nous trouver, dernière chose sur TAE, donc on est à Noisy-le-Grand, mais on a ouvert une boutique avec la collecterie de Montreuil à Montreuil la semaine dernière, samedi dernier. Donc, si vous voulez acheter des ordinateurs pas chers qui marchent bien et qui sont garantis 1 an, vous pouvez passer à Montreuil, rue du Capitaine Dreyfus, rue piétonne. Autrement, on est sur le site aussi, si vous regardez Internet, TAE, et puis le site ATD40. Alors, sur le projet Territoire Zéro Chômeur, quelques petits éléments sur le sujet. Donc, d'abord, les 15 000 €, vous l'avez évoqué un peu à petit près. Après, ce qu'on a trouvé, nous, effectivement, c'est 15 000 €, c'est en gros 3 tiers. Un tiers, l'argent qu'on donne aux gens, pour éviter qu'ils crèvent de faim, on leur donne un peu d'argent. Donc, les RSA, ASS, et des choses comme ça. Un tiers, les effets dits indirects, c'est-à-dire, il y a plein de dépenses. Bon, il y a les contrats aidés, il y a l'aide sociale à l'enfance. Je ne sais pas si vous savez combien coûte l'aide sociale à l'enfance. En 2010, c'était 7 milliards. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est le placement des enfants. Bon, la Télécarmonde se bat contre le placement des enfants depuis sa création. On considère que c'est une catastrophe pour les familles et qu'il faut bien plus aider la famille à garder son enfant que l'enlever. Parce que là, c'est la mort de la famille et c'est la mort de l'enfant. Enfin, c'est la mort psychique de la famille et de l'enfant. Et donc, on se bat contre ça. Du coup, la loi, on l'a un peu fait évoluer. La loi dit aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de placer quelqu'un pour des raisons économiques. Donc, en gros, vous pouvez placer un enfant parce qu'il est maltraité, etc. Mais la réalité des professionnels nous disent, bah oui, s'il est maltraité, peut-être, mais c'est parce que la famille est en grande souffrance, parce qu'elle n'a pas de boulot, ni lui, ni elle, depuis des années. Donc la réalité, c'est quand même que la moitié, au moins, du placement à l'enfance est liée au problème économique. Donc 3,5 milliards, qui d'un seul coup d'un seul. Donc ça fait partie des... Après, vous avez des problématiques de délinquance, de justice. Donc on a mesuré un petit peu tout ça. Alors des fois avec des ratios rapides, mais je pense qu'on n'est pas mauvais. Les Américains qui font des études beaucoup plus sophistiquées que les nôtres, et les Américains, les Canadiens, enfin les Anglo-Saxons en général, disent que le coût de la pauvreté, des inégalités, c'est 60 000 $ par an. Et le principal écart entre notre analyse et la leur, c'est qu'eux arrivent, nous on ne sait pas faire ça, mais arrivent à prendre en compte l'impact que ça a sur les enfants dans la vie qu'ils vont mener. Donc les enfants des personnes qui sont en grande souffrance, en général, sont eux-mêmes en grande souffrance, sont souvent en échec scolaire, sont souvent en échec, etc. Et donc ne développent pas leur potentiel qu'ils pourraient développer. Et ça a un coût énorme pour la société. Alors nous, la TD, on ne sait pas mesurer ça, mais on a lu ça dans les documents. Donc, on en est resté à 15 000. Bon, et chaque fois qu'on a dit 15 000 € partout, les gens nous ont dit oh, on sait que c'est beaucoup plus. Voilà. Donc on s'est dit ça va bien. Et d'ailleurs, dans l'expérimentation, l'État nous a donné 18 000. Parce qu'on s'est dit 15 000, donc à faire, on en demande un peu plus. Ça sera plus facile. Donc on a eu 18 000. Sur le principe, on ne va pas faire dans les entreprises qu'on va créer sur ces territoires des TAE. TAE, c'est vraiment particulier. C'est 50% de gens qui sont en très très grande précarité et 50% de gens qui sont plutôt diplômés, voire très diplômés. Alors que là, on va mettre ensemble tous les chômeurs de longue durée, tous les gens qui sont privés d'emploi de manière durable, mais là-dedans, vous avez de tout. Vous avez des gens qui sont très diplômés, vous avez des gens qui ont travaillé, qui savent très bien ce que c'est que le mode de travail. Donc en pratique, c'est pas du tout le même profil. Il y aura bien sûr des gens qui sont en très grande difficulté aussi, mais il y en aura 5 ou 10% maximum. Donc on n'est pas du tout dans le même esprit, et on pense que ce sera beaucoup plus une entreprise classique, certes avec des gens qui sont un peu aigris par la vie, qui ne sont pas les plus compétitifs, mais on va fonctionner comme ça. Donc il n'y aura pas de compagnons. Voilà. Il y aura peut-être quelques compagnons s'il y a des gens qui ont envie d'eux, mais on ne pense pas qu'on aura besoin d'avoir des compagnons dans ces structures-là, comme on a à TAE. Les territoires ne sont pas choisis encore, mais nous on travaille avec... Parce que ce projet de loi, on l'a proposé donc, au gouvernement, comme je vous le disais, dès 2011 et dès 2012, dès qu'il a été élu. Ils nous ont dit, allez voir ailleurs, votre truc c'est de l'utopie, pas réaliste, pas concret, donc on n'en veut pas.
Et nous, donc, on s'est dit comment on fait. Comme on est très pugnace chez ATD Carmont, on sait que ça prend du temps. Et donc, on continue. Et donc, on est allé voir des territoires. On a dit aux territoires, est-ce que vous voulez venir avec nous pour proposer le projet? Et les élus locaux nous ont tous dit, mais c'est génial votre truc. On a tous tellement de problèmes avec ça, on n'a pas de solution. Bien sûr qu'on adorerait faire ça. Alors, bizarrement, quand même, c'est intéressant, les territoires urbains ont attendu que la loi sente bon pour démarrer. En revanche, les territoires ruraux sont venus avec nous très facilement. Donc, on a aujourd'hui 5 territoires ruraux qui travaillent avec nous sur ce projet et qui l'ont mis en œuvre quelque part sur le terrain. Enfin, sont au bout, quoi. Ils sont prêts à créer l'entreprise depuis presque 3 ans pour les premiers. Les territoires urbains, ça fait à peu près 1 an qu'on réfléchit avec eux. Donc nous, on a vraiment envie de travailler avec une dizaine de territoires qu'on connaît bien. Maintenant, c'est une loi, donc il y a un système réglementaire qui s'est mis en place. Donc il y a eu un appel à candidature. Ces appels à candidature vont être analysées par le fonds d'expérimentation qui a été créé, qui est en gros notre équipe. Hein. Voilà, c'est notre équipe. On a réussi à faire en sorte que ce soit notre équipe qui soit le fond. Mais c'est quand même la ministre qui va habiliter. Donc aujourd'hui, on est en constant dialogue avec le cabinet du ministre de l'Emploi, de Mme El Khomri, pour aller au bout. Et donc, voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de poids politique au dernier moment. On touche du bois. Voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas créés. Et Pôle emploi est très intéressé par le projet, bien sûr. Pour eux, c'est quand même une aubaine. Hein. On va créer, parce que ce projet pourrait créer 2 millions d'emplois, quoi, en gros. Donc 2 millions d'emplois créés intelligemment, c'est sympa pour Pôle emploi. Et donc ils suivent ça de près depuis le début. Au début, Jean Basser était un peu hésitant en disant ça ne peut pas marcher votre truc. Puis bon, ça commence à venir et donc en particulier ils font partie de l'évaluation. Donc on a un système qui se met en place et ils travaillent vraiment bien avec nous sur le terrain. C'est-à-dire que sur les territoires sur lesquels on travaille depuis longtemps, on a vraiment travaillé la main dans la main avec Pôle emploi, ce qui est très agréable. On a même un territoire avec lequel on n'avait nous pas travaillé, dont le chef de projet qui a imaginé de faire ça, c'est le directeur de Pôle emploi local. Alors, il nous a dit à l'époque, j'ai fait tout ce que ma hiérarchie m'interdisait de faire, mais aujourd'hui, mon territoire est prêt. Et il a avec lui les élus, les entreprises, enfin il a tout ce qu'il faut. Je ne vous dirai pas où c'est parce qu'après vous allez cafeter. Et puis, c'était bien Geneviève de Antonios de Gaulle qui était notre présidente, hein, mais bon, jusqu'à sa mort en fait, elle s'est fortement impliquée dans le mouvement ATD Carmont au moment, et c'est frappant dans le livre qui est là-bas, où on présente le mouvement. En fait, elle a découvert le camp des Sans-Logis de Noisy-le-Grand, qui est le camp d'origine du mouvement ATD Carmont, alors que le fondateur, donc, qui était un prêtre, mais un prêtre qui venait de la grande pauvreté lui-même et qui était un peu en marge, l'invitait à découvrir ça. Et en fait, ce qu'elle a dit à l'époque, c'est qu'elle a reconnu dans le visage des gens du camp les mêmes souffrances, les mêmes ravages que dans le camp de Ravensbrück. C'est ça qui l'a marqué, et c'est ça qui a fait qu'elle s'est engagée complètement dans le mouvement, et donc elle a été très 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 utile pendant peut-être une trentaine d'années au sein du mouvement. Donc il y a beaucoup de choses, elle a beaucoup influé sur le mouvement. Bon, maintenant elle est décédée, et on a des présidents qui sont moins connus, mais tout aussi efficaces. Aujourd'hui, c'est une journaliste de RFI qui est présidente de la Télécom. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois.